Si vous voulez bien prendre vos places. Monsieur le Président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, Madame le représentant de Madame le bâtonnier de Paris, Monsieur l'ancien bâtonnier de Paris, qui nous fait le plaisir d'être là, de nous accueillir dans sa maison, Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, présentes ou représentées, Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous présenter pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus sincères de santé et de paix pour cette nouvelle année, en espérant du fond du cœur que les nuages qui se sont accumulés ces temps derniers sur nos têtes, qu'ils soient viraux, sociaux ou militaires, s'estompent du mieux possible et au plus vite. Notre conférence de ce jour marque, selon la tradition et de façon quelque peu solennelle, la fin ou le début de la fin du cycle triannuel de présidence de notre association. Et elle est, à cette occasion, consacrée à un sujet marquant du droit des affaires et fait un appel à un orateur de grand renom. Je suis heureux qu'elle puisse se tenir dans cette salle grâce à l'hospitalité du barreau de Paris dans ce bel amphithéâtre de l'hôtel de Harlay qui a vu se dérouler tant d'événements prestigieux. Nous avons choisi de dédier cette conférence à Geneviève Augendre, présidente d'honneur de Droit et Commerce, qui nous a quittés à la fin de l'année passée. Nous avons souhaité honorer sa mémoire par le choix du thème prestigieux qui va être traité et par la personnalité non moins prestigieuse de celui qui va le traiter. Je suis absolument certain qu'elle aurait hautement apprécié et l'un et l'autre. L'évocation de sa mémoire se fera ainsi, sans nostalgie, en nous souvenant au contraire de tous les moments heureux que nous avons partagés avec elle et de tout ce qu'elle nous a apporté par son intelligence, son élégance, son dynamisme et sa conviction. À l'issue de la conférence aura lieu la cérémonie de remise du prix Droit et Commerce et nous nous retrouverons enfin pour un cocktail dans les salons à l'étage. L'attractivité du droit français des affaires. Existait-il un sujet plus en adéquation que celui-ci avec l'objet même de notre association et ses travaux? Pour le définir, je me contenterai de citer notre orateur,
Il n'est pas un discours juridique contemporain qui ne fasse état de l'attractivité, vraie ou prétendue, du droit français. L'expression est à la bouche de toute personne publique portant un projet de réforme de droit public ou de droit privé, qu'il s'agisse de sûreté, de responsabilité, de structure patrimoniale, d'obligation, de contrat ou encore d'environnement. Que recouvre ce thème? Est-ce un mot vide de sens? Est-ce un simple élément de langage ou, à l'inverse, un véritable concept autour duquel doit s'articuler toute réforme? Quelles en sont en tout cas les principales applications et surtout, est-ce que les résultats attendus sont bien au rendez-vous, tant dans les relations internes que dans les relations internationales? Nous sommes ici, si vous me permettez cette expression, un petit peu dans le marketing du droit. Le droit des affaires français devrait-il et serait-il vendeur? Telle est la question. De même, existait-il un orateur mieux à même de traiter ce fameux thème que le professeur Philippe Delbecq, personnalité ô combien prestigieuse du monde juridique français et international? J'en veux pour preuve. Professeur des universités, spécialiste mondialement reconnu, notamment du droit des transports maritimes et aériens, auteur d'innombrables best-sellers juridiques, directeur de près de 180 thèses, expert auprès de la Banque mondiale, de l'OMI, du ministère des Affaires étrangères, arbitre éminent du monde des transports. Vous auriez pu constituer, cher Philippe, cher professeur, à vous seul, un sujet de conférence pour notre association. Vous nous en avez au moins proposé ce soir le sujet et sans plus attendre, vous avez la parole. Merci de ces propos trop aimables. Merci, cher Marc. Monsieur le Président, messieurs les bâtonniers, chers maîtres, mesdames, messieurs, donc je dois traiter en quelques minutes de ce sujet qui est l'attractivité du droit des affaires, dont effectivement les hommes politiques parlent beaucoup. Et vous rappeliez l'une des expressions, je crois que c'est un peu dans la bouche de toutes les personnes qui portent aujourd'hui une réforme que ce thème de l'attractivité. Aussi bien lorsqu'on présente une réforme du droit des contrats, qu'on présente une réforme du droit des sûretés, ou encore plus récemment, c'était Monsieur le garde des Sceaux, lorsqu'il a présenté le Code de droit international privé, et qui est proposé, Monsieur le garde des Sceaux a utilisé également le thème, l'idée d'attractivité. Alors, comme vous le disiez, cher Marc, que recouvre ce thème d'attractivité? Que va-t-on ranger sous cette bannière? Est-ce que c'est un simple élément de langage ou alors un véritable concept autour duquel doit s'articuler non seulement toute réforme, mais également le droit positif? Et ceci aussi bien dans les relations internes que dans les relations internationales. Alors, sont les questions dont nous allons débattre, et je voudrais remercier l'association Droit et Commerce de m'en donner l'occasion, et en même temps, vous me permettrez aussi de saluer la mémoire de Maître Augendre qui nous a quittés à la fin de l'année dernière. Alors ce terme d'attractivité, il n'est pas dans les bons dictionnaires, il n'est pas dans le Littré, il n'est pas non plus dans le Robert, il n'est pas davantage dans le vocabulaire juridique capitant. Alors, on le trouve, en revanche, dans le Petit Larousse, et le Petit Larousse traduit l'attractivité comme étant la capacité d'une personne ou d'une chose à susciter l'intérêt. On comprend donc que l'attractivité renvoie non pas à l'attraction, on parle de choses sérieuses, mais à l'intérêt. Il faudrait rendre le droit français intéressant, attirant, attractif. Peut-être pas pour les justiciables, mais davantage pour les opérateurs économiques et peut-être surtout pour les investisseurs étrangers qui cherchent la protection de la règle de droit et qui cherchent à en tirer avantage. Je dirais que l'attractivité, elle est d'abord interne avant d'être externe.
Interne, en ce sens qu'elle renvoie au comportement des opérateurs économiques, commerçants, les entrepreneurs d'un côté, et de l'autre, tous ceux qui ont une activité informelle. Il faut, sous cet aspect, évaluer la capacité du droit à tirer les agents qui opèrent dans le secteur informel vers le secteur régulier, vers le secteur formel, pour adopter un régime, un statut juridique reconnu. Alors ce premier aspect, l'attractivité interne, c'est un aspect politique, davantage que juridique, et il est traité avant tout sur le terrain pénal ou sur le terrain fiscal. Je n'en dirai pas davantage. Pour m'en tenir à l'attractivité externe, ce qui renvoie, me semble-t-il, au potentiel d'extension territoriale du droit et à sa capacité à attirer les investisseurs étrangers. C'est donc l'intérêt du droit français qui est en cause et d'un point de vue macroéconomique, si j'ose dire, le rayonnement du droit français qu'il faut prendre en considération, étant entendu que pour les sociologues, l'attractivité serait un facteur d'évaluation du degré de rayonnement d'une norme. Au demeurant, pendant une très longue période, c'est le droit romain qui a rayonné et qui a influencé les légistes et les jurisprudences. Notre ancien droit, en tout cas notre ancien droit des obligations, s'en est largement inspiré avant que lui-même n'étende son empire. L'ordonnance de Savary de 1673, vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux que moi, est à l'origine du Code de commerce. L'ordonnance de la Marine de 1681 est à l'origine de notre droit maritime et même partiellement, je vous le signale, du droit maritime américain. La Cour suprême a eu l'occasion à quelques reprises de citer la fameuse ordonnance de 1681. Si par la suite les codes napoléoniens se sont imposés, c'est peut-être avant tout des conquêtes de Napoléon. L'expansion française était à l'époque d'origine militaire. Aujourd'hui, je crois que la situation est différente. La common law, nous le savons, la common law domine. Pour donner quelques exemples, les contrats de GAFTA, c'est-à-dire les contrats qui concernent le négoce, toutes les opérations de négoce de céréales notamment, ont largement remplacé les formules françaises, les formules incogrins. Et dans les contrats GAFTA, compétence est donnée à la loi anglaise et à la juridiction de Londres. On peut faire la même observation pour les chartes parties qui sont préparées aujourd'hui par le BIMCO, Conseil des armateurs sur le plan international, et la quasi-totalité des chartes parties aujourd'hui sont soumises au droit anglais avec compétence à Londres. On pourrait multiplier les exemples. Je dirais également que les cabinets anglais et les cabinets américains, ça, cher maître, vous le savez sans doute beaucoup mieux que moi, sont très présents sur le marché, à Paris et à Marseille également. Il ne s'agit pas du tout de critiquer les Anglais ni les Américains. Ce sont d'excellents juristes, très pragmatiques, et les décisions de la High Court, de la Commercial Court ou encore de la Cour suprême, de la Supreme Court, sont pour nous des sources d'inspiration. Et quant aux Américains, ce sont de très grands professionnels et leurs méthodes de travail ont fait leurs preuves. Donc il s'agit simplement de s'interroger sur l'attractivité perdue ou retrouvée, sinon retrouvable, du droit français et plus particulièrement du droit français des affaires. Le droit des affaires, droit français des affaires largement conçu. Il faut y inclure naturellement des règles de fond et des règles de procédure, et sans oublier les voies d'exécution, et admettre que ce droit français des affaires repose sur du droit civil, sur du droit des obligations, sur du droit commercial, sur du droit de la concurrence, et également sur du droit administratif. Le droit public des affaires ne manque pas d'intérêt. Ce droit français des affaires englobe aussi, bien naturellement, le droit du règlement des litiges, médiation, arbitrage, modernisé par la fameuse ordonnance de 2011. Si le droit des affaires regroupe un ensemble de dispositions d'inspiration globalement libérale et répondant aux besoins économiques,
il bute néanmoins sur un certain nombre de règles impératives, sur les règles fiscales, peut-être aussi sur les règles, dans certains cas, les règles de droit pénal, je pense notamment à la matière douanière. Quelle est donc, en 2023, quelle est donc l'attractivité du droit français des affaires? Est-ce une nécessité? Est-ce un but? Est-ce une exigence? Peut-être, si l'on s'en tient au discours contemporain. Je crois qu'au-delà de la paille des mots, au-delà du discours, il faut trouver le grain des choses. Je ne sais pas si vous avez lu la loi Pacte ou la loi L'Homme, la loi d'orientation sur les mobilités ou encore la loi sur l'accélération du développement des énergies renouvelables. Des lois paillettes, me semble-t-il, qui font florès aujourd'hui. Et la société doit avoir un programme, comme jadis on en distribuait dans les cinémas. On ne parle pas de transport, on parle de mobilité. On n'ose pas nommer les choses, on communique avant tout par des euphémismes, si bien que l'attractivité, elle est avant tout formelle, elle est dans l'affichage. Sur le fond, ce qui nous intéresse davantage, il faut savoir si les concepts et les mécanismes contemporains sont réellement attractifs. Pour qui? Les économistes, les investisseurs étrangers, pourquoi les opérations économiques, les affaires internationales? L'attractivité du droit des affaires a-t-elle une consistance? À la supposer perdue, sinon fragilisée, ne faudrait-il pas alors la retrouver? L'attractivité perdue, l'attractivité retrouvée. D'abord, l'attractivité perdue. Faisons quelques constatations avant de dénoncer, si l'on peut se permettre, certaines erreurs qui ont été faites, me semble-t-il, récemment. D'abord, sur les constats. L'inflation des textes, aujourd'hui, est une réalité. Est-ce que ces textes fâchent? Est-ce qu'ils rassurent? Tout dépend peut-être du point de vue auquel on se place. Il ne faut pas oublier non plus que la société est devenue complexe et n'est plus tout à fait la même que celle qui existait au temps des codes napoléoniens. Cela dit, ce n'est pas une raison pour rendre le droit positif encore plus complexe en multipliant les textes. Ainsi est-il permis de se demander si légiférer, surtout dans des dispositions impératives sur la rupture des relations commerciales établies, était bien nécessaire. Le contentieux s'apaise quelque peu, mais nombre d'entreprises l'ont durement éprouvé. Fallait-il également légiférer sur les clauses abusives en dehors du droit de la consommation? Il est permis d'en douter, d'autant que les doublons que l'on constate aujourd'hui, Code civil, article 1171, et Code de commerce, article L442-6-1, deuxièmement, ces doublons sont assez incompréhensibles, ce qui ne favorise pas, naturellement, l'attractivité de la règle de droit. Autre observation. Si l'on parle d'attractivité, il faut se demander où l'on peut faire la différence, où l'on peut, nous, Français, être plus intéressants que d'autres. Dans l'Union européenne, les États membres sont tenus par les règlements, les directives, les décisions. Et leur marge de manœuvre dans ces conditions, au regard de l'exigence d'attractivité, est réduite. D'autant que sur les questions de sécurité, sur les questions de sûreté, sur les questions de police, il est difficile d'en faire plus ou d'en faire moins. Les réglementations s'imposent par elles-mêmes et ne peuvent que très difficilement être allégées. Dans la matière commerciale, il en va peut-être un peu différemment. Prenons le cas de la transposition des directives. Doit-elle se faire à maxima ou à minima? Un exemple. La directive sur les agents commerciaux a été transposée par la France à maxima pour viser les agents prenant des commandes de produits, mais également de services. D'où l'application en France de la directive, et donc des textes qui ont été pris en son application, aux agents maritimes et qui prennent des commandes de services de transport. Au Royaume-Uni, à l'époque, la transposition avait été faite à minima uniquement
pour la commande de produits. Conséquence, tous les contrats, ou pratiquement tous les contrats d'agence, ont été soumis au droit anglais avec compétence à Londres. S'agissant des conventions internationales, la question se pose en des termes différents. Leur application dans tel ou tel pays peut être un facteur d'attractivité, car les jurisprudences nationales peuvent avoir des interprétations divergentes sur ces conventions. Pour donner un exemple, les armateurs grecs vont beaucoup plus plaider à Londres parce que les juges à Londres interprètent les conventions maritimes plutôt en faveur des armateurs, tandis que les juridictions françaises interprètent les conventions maritimes plutôt en faveur des chargeurs. Alors vous me direz que cette question d'interprétation des conventions internationales, importante dans cette question, dans ce thème de l'attractivité, vous me direz que cette question pourrait se régler si l'on posait comme règle que les conventions internationales doivent d'abord et avant tout être interprétées en elles-mêmes et non pas à l'aune de tel ou tel droit national. De nombreux efforts sont faits en ce sens, et je pense notamment à ce qui est fait ou ce qui est en train de se faire s'agissant de l'interprétation de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Beaucoup d'efforts sont faits pour unifier précisément l'interprétation de cette convention, et c'est certainement une bonne chose. Il reste, si j'ose dire, que si tout est pareil partout, comme certains le souhaitent, en plaidant pour une mondialisation du droit des affaires, la question de l'attractivité ne se posera plus. Mais on n'en est pas là. Même si, d'ores et déjà, il ne manque pas de législation comparable dans le monde contemporain, et même si souvent les différences se font sur le plan fiscal ou sur le plan social. En tout cas, l'exigence d'attractivité passe par de bons choix. Bons choix qui, me semble-t-il, n'ont pas toujours été faits. Après les constats, après le relevé des données de l'attractivité, essayons d'identifier quelques erreurs qui ont pu être faites ces temps derniers. Les erreurs. La réforme du droit des contrats n'en est-elle pas le symptôme? Pourquoi avoir changé la numérotation, du moins des articles phares, 1134, 1165, 1382? Il s'agissait de textes universellement connus. Aujourd'hui, même les spécialistes ont du mal à parler des articles 1103, 1199 ou 1240. Plus sérieusement, pourquoi avoir supprimé la théorie de la cause? Ce morceau choisi du droit des contrats était connu de tous les francophones et francophiles. Comment leur expliquer désormais que le législateur, que Portalis lui-même s'était trompé? Pourquoi avoir introduit dans le Code civil la théorie des clauses abusives, fût-ce dans les contrats d'adhésion? Ne fallait-il pas la cantonner dans le Code de la consommation? Ce qui rebute de nombreux investisseurs, c'est en effet l'absence de sécurité juridique. Or, en ne sacralisant pas ou plus la force obligatoire du contrat, on ne joue pas la carte de l'attractivité. La réforme des sûretés est également au cœur de notre débat. Les nouveaux textes consacrent, vous le savez, la propriété-sûreté et valorisent cette propriété-sûreté. Réserve de propriété, fiducie, crédit-bail, cession de créances à titre de garantie, pacte commissoire, autant de mécanismes qui accordent aux créanciers un droit exclusif. Et les droits de préférence, dans ces conditions, n'ont pratiquement plus l'occasion de s'exprimer, s'effaçant devant le droit de propriété ou encore devant tel ou tel droit de rétention. La logique n'est plus celle de la préférence attribuée à tel créancier face à des chirographaires, elle est celle aujourd'hui de la propriété, ce qui contribue, me semble-t-il, à vider les actifs des entreprises et à les priver du crédit dont elles auraient pourtant besoin. De surcroît, le droit des sûretés est devenu avant tout un droit éclectique, sans véritable ligne directrice, si ce n'est celle des droits exclusifs. Et il n'est pas sûr que ce système ne soit pas contre-productif et finalement inattractif.
Même observation en matière d'arbitrage. Notre droit est certes de très bonne qualité et il ne s'agit pas de critiquer la réforme de 2011 qui a parfaitement modernisé la matière. Deux questions se posent cependant. La première a trait à ce qu'il est convenu d'appeler l'extension de la clause d'arbitrage. La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation et certains auteurs sont favorables à cette théorie de l'extension de la clause d'arbitrage qui veut qu'une clause stipulée par exemple dans un contrat principal soit opposable à un sous-traitant. Dans notre opinion, cette solution ne rend pas service à l'arbitrage car elle est une source de contentieux. Et il ne faut pas oublier que l'arbitrage est fondamentalement un mode contractuel de règlement des litiges. Une seconde question se pose à propos du principe compétence-compétence, du moins lorsqu'il est pris dans son aspect négatif. Est-ce, à la réflexion, attractif, sinon rassurant pour les opérateurs que de ne plus donner au juge étatique, qui aura toujours le dernier mot, le soin d'apprécier le jeu d'une clause d'arbitrage? Il est permis d'en douter. Dans le prolongement, on se permettra d'évoquer les récentes propositions de la Chambre de commerce de Paris, en vue justement de renforcer la place juridique de Paris, en avançant ce thème précisément de l'attractivité. Je cite là deux propositions. Rendre plus sûres les sentences arbitrales en encadrant la recevabilité des recours tendant à leur annulation contentieuse. Publier les sentences arbitrales en matière commerciale de manière à mieux valoriser le rôle de la place de Paris. Je ne suis pas certain que la seconde proposition sur la publication des sentences, à la différence de la première, soit de nature à relancer l'attractivité du droit français des affaires, car il me semble que la confidentialité est de l'essence même de l'arbitrage. La question est donc là, comment retrouver l'attractivité du droit français des affaires? L'attractivité retrouvée. Le droit français doit apporter des garanties suffisantes aux entreprises, dit-on. Ce n'est pas contestable. Mais encore faut-il que ce soit avec le soutien des pouvoirs publics et des institutions. On attend des pouvoirs publics et des institutions un peu plus d'implication dans les questions juridiques. Une direction commerciale au sein du ministère de la Justice serait à cet égard bienvenue. Une défense plus active également de la langue française serait une bonne chose. Des actions auprès des entreprises sont également attendues. Sans doute faudrait-il une ligne politique plus précise et plus ferme, car je ne suis pas certain que le droit français tire un avantage à se mettre en concurrence peu systématique avec la common law. On a sans doute plus à gagner à maintenir et à renforcer nos relations avec les pays francophones et les pays du droit continental, plutôt que de vouloir concurrencer systématiquement les anglophones. Encore faudrait-il se montrer plus attractif, à la fois sur les questions de fond et sur les questions de procédure. Alors, sur le fond, il faut retrouver peut-être plus de cohérence dans certaines institutions. C'est ce qui a été fait, et il faut saluer un certain nombre de mouvements, d'évolution de jurisprudence et même d'évolution de texte. Pour donner un exemple bien précis, c'est ce qui a été fait à propos du gage de stock, qui avait soulevé une jurisprudence considérable, difficile à comprendre, et qui, après de nombreuses péripéties, est rentré dans le Code civil à juste titre. Toutefois, on peut s'interroger sur un texte récent, la loi du 14 février 2022, sur le statut de l'entrepreneur individuel. Certes, le texte rend plus facile le passage d'une structure individuelle à une structure sociétaire, mais le texte n'est pas d'une parfaite clarté. Que faut-il entendre par bien, droit, obligation, sûreté, qui sont utiles à l'activité ou aux activités professionnelles et qui font donc partie du patrimoine professionnel? Comment comprendre cette notion d'utilité? Par ailleurs, si l'on crée, puisque l'on a créé maintenant deux patrimoines, la création d'un deuxième patrimoine n'est pas une source de simplification.
Et on peut se demander quel est le statut des biens, d'un certain nombre de biens. Doivent-ils être logés dans le patrimoine personnel ou dans le patrimoine professionnel? Par ailleurs, on admet aujourd'hui la cession du patrimoine professionnel, ce qui est une dérogation à l'interdiction de la libre cessibilité d'un patrimoine. Par ailleurs, dans l'interprétation du droit des contrats, on attend de la jurisprudence qu'elle, si j'ose dire, qu'elle transforme certains vices de la réforme en vertus. Et là, je pense notamment au principe de proportionnalité qui est prévu dans les textes, dans la réforme, dans certains textes. Il faut espérer que la jurisprudence cantonne ce principe de proportionnalité uniquement aux affaires civiles et ne l'étende pas aux affaires commerciales, parce que la proportionnalité est un brûlot, c'est une bombe, me semble-t-il, à retardement, et il ne faut pas faire prévaloir l'opportunité sur la légalité. En revanche, on peut espérer, on peut souhaiter que la jurisprudence interprète favorablement les textes et interprète extensivement les textes sur la résiliation unilatérale des contrats et finisse par admettre la théorie anglaise de l'anticipatory breach. Si votre co-contractant, si on est pratiquement sûr que le co-contractant n'exécute pas son obligation, il vaut mieux résilier immédiatement le contrat plutôt que d'aller demander la permission à monsieur le juge. Donc ça, cette théorie de l'anticipatory, qui est maintenant en germe dans le Code civil, mériterait certainement d'être développée. Ou encore, il faudrait favoriser aussi la contractualisation de l'imprévision et de cette nouvelle sanction de l'inexécution des contrats qu'est la réfaction. Mais sans toucher pour autant au contrat administratif, à la règle de la rupture unilatérale et à l'exigence de la redevance. Dans la réforme annoncée des contrats spéciaux, quelques questions d'ores et déjà se posent. Faut-il rendre obligatoire l'assurance responsabilité du mandataire professionnel, comme cela est suggéré? Peut-on douter? Faut-il imposer au mandataire de déclarer, mandataire professionnel, tout conflit d'intérêts? Ce qui attise quelque peu cette idée du soupçon, qui est très malsaine. Faut-il réformer la garantie des vices cachés sans prévoir les articulations nécessaires avec la fameuse Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises? On peut se poser la question, faut-il porter le délai de l'article 1648 à 2 ans sans possibilité de clause contraire? Même question, etc. Plus fondamentalement, est-ce que cette réforme des contrats spéciaux, est-ce qu'elle est nécessaire alors que la réforme du droit des contrats n'a pas encore été véritablement digérée? N'est-elle pas donc prématurée? Le plus important, me semble-t-il, est de s'attacher aux contrats internationaux et à leur régime. Beaucoup de choses iraient mieux si l'on admettait que le droit français des contrats internationaux devait être plus souple que ne l'est le droit interne. Je vous donne un exemple. Dans la construction navale, le droit français n'est pas choisi. Pourquoi? Tout simplement parce que le droit français condamne systématiquement toutes les clauses qui jouent sur la garantie, sauf dans les rapports entre professionnels de même spécialité. Autrement dit, il n'y a aucune souplesse du droit français dans cette matière, contrairement à ce qui est prévu par ce que prévoit le droit anglais. Donc, ne faudrait-il pas prévoir la validité de principe de ces clauses de responsabilité, de ces clauses de garantie limitatives qui aménagent tel ou tel délai, dès l'instant que le contrat a une dimension internationale? Ne faudrait-il pas donc envisager d'un côté le droit interne français assez strict et le droit français international plus souple, notamment pour valoriser davantage la liberté contractuelle? C'est du reste ce qui est fait pour certaines clauses. Les clauses d'arbitrage dans les contrats internationaux sont systématiquement valables. De même en est-il des clauses d'indexation. Donc il faut, me semble-t-il, plaider pour, encore une fois, pour valoriser davantage la liberté contractuelle dans les contrats internationaux. Ne faudrait-il pas également mieux défendre les institutions françaises? La Commission telle qu'elle est organisée par le Code de commerce, article L. 132.1 et suivant de ce Code. La Commission est un excellent instrument, un instrument très, très intelligent.
Le doyen Rodière, si je puis me permettre, nous avait dit qu'il y avait deux institutions fondamentales en France, le Conseil d'État et la Commission, et plus particulièrement la Commission de transport. Sans doute. Mais aujourd'hui, vous savez que les grands arrêts de la jurisprudence administrative, ces très beaux arrêts de la jurisprudence administrative, sont souvent délaissés au profit des grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Et s'agissant de la Commission, le problème est qu'un certain nombre d'entreprises françaises s'en détournent, préférant recourir à d'autres techniques pourtant moins intelligentes, me semble-t-il. Dans la même perspective, il faudrait soutenir les initiatives de la Chambre de commerce, qui ont été proposées récemment, sur les pratiques contractuelles, l'idée étant de promouvoir la rédaction de contrats cadres en droit français selon le modèle proposé par certaines organisations professionnelles. Quant à la réforme du droit de la responsabilité, qui est toujours au cœur là, du droit des affaires, cette réforme du droit de la responsabilité dont on nous parle depuis quelque temps, on peut se demander s'il va répondre aux besoins de la pratique, et répondre donc à ce souci d'attractivité. On relèvera que la proposition de consacrer des dommages-intérêts punitifs n'est pas encore acquise, et sans doute à juste titre, car cette institution, dommages-intérêts punitifs, n'est pas compatible, me semble-t-il, avec l'esprit français de la responsabilité, qui repose sur l'idée de réparation et non pas sur l'idée de punition. En revanche, ce que l'on appelle la mitigation, l'obligation de minimiser le dommage, mériterait d'être retenu. Cela permettrait de rendre le droit français de la responsabilité plus attractif sur le fond et peut-être aussi sur les aspects procéduraux. Alors je termine quant à la procédure, ce que l'on peut envisager pour rendre le droit français plus attractif, de nouveau attractif, au regard de la procédure. Inutile de souligner l'importance de la procédure. Les Anglais l'ont compris depuis très longtemps. Et leur influence, me semble-t-il, s'explique en grande partie par l'importance qu'ils accordent aux questions de procédure. Permet de vous renvoyer à l'ouvrage de René David, Les grands systèmes de droit. Un mot sur la procédure interne. Certaines modifications, comme le suggère du reste la Chambre de commerce, seraient bienvenues. Prévoir systématiquement un calendrier de procédure, uniformiser les règles relatives à l'action civile des associations, leur fixer des exigences de transparence financière et de reportage extra-financier. Dans les procédures internationales, la Chambre de commerce a fait un certain nombre de propositions qui me paraissent tout à fait intéressantes et cohérentes. Renforcer l'appui aux entreprises qui sont confrontées à des demandes de discovery, appliquer les sanctions prévues par la fameuse loi du 16 juillet 1980, la loi dite de blocage, en cas de transmission d'informations portant sur des enjeux de souveraineté, permettre au juge de subordonner la transmission de preuves à l'étranger au paiement par le demandeur de tout ou partie des frais exposés par la collecte et le transfert de ces preuves. Et puis, bien entendu, mais là le train, si je veux dire, est déjà en marche, heureusement, valoriser les chambres internationales du tribunal de commerce et de la cour d'appel. Autre proposition, s'agissant des professions que l'on peut soutenir, me semble-t-il, proposition de la Chambre de commerce, reconnaître enfin, à l'instar d'autres pays européens, un privilège légal sur les avis des juristes d'entreprise, instituer un diplôme de l'ENM pour les magistrats à titre étranger et valoriser la transaction pénale. Valoriser la transaction pénale en étendant notamment le champ de la Convention judiciaire d'intérêt public, la CJIP, à d'autres infractions économiques et financières que la corruption ou le trafic d'influence, ou en limitant la possibilité de cette CJIP, la possibilité de poursuite pénale à l'encontre de personnes physiques, en cas donc de CJIP, lorsqu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Enfin, si je puis me permettre, j'ajouterai deux propositions plus personnelles. Et là,
avec la conférence des tribunaux de commerce, nous avions travaillé sur cette question. Et le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, je crois, est assez favorable à cette idée. Donc d'étendre la compétence des tribunaux de commerce et de faire des tribunaux de commerce des tribunaux des activités économiques, notamment étendre la compétence en matière de procédure collective, principalement. Et une autre idée que je me permets de faire à titre personnel est d'exprimer quelques réserves à l'égard des clauses attributives de compétences dans les contrats internationaux, parce que ces clauses attributives de compétences, qui sont valorisées par la première chambre civile, notamment de la Cour de cassation, conduisent, en quelque sorte, à ce qu'un certain nombre de contentieux quittent le territoire français au profit du Royaume-Uni ou d'autres États. À cet égard, il faut signaler une décision récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, un arrêt du 14 décembre 2022 qui, en matière maritime, a considéré que ces clauses attributives de compétences, qui sont systématiques dans les connaissements de lignes régulières, ne pouvaient être opposées aux destinataires que si le destinataire les avait spécialement acceptées. Ce qui, me semble-t-il, est une excellente solution et qui sera, je crois, de nature à rapatrier un certain nombre de contentieux dans l'orbite française. C'est important, et c'est d'autant plus important que derrière toutes ces questions contentieuses, il y a naturellement des activités économiques. Il y a un contexte économique important qu'il faut soutenir. Alors, en conclusion, j'ai peut-être été un peu long, je vous prie de m'en excuser. En conclusion, une note d'insouciance, si vous me le permettez. J'aurais pu commencer par cela, mais si j'avais commencé par cette note d'insouciance, je crois que je n'aurais pas pu traiter ce sujet. Mais donc je vous laisse avec cette phrase, et il vous appartiendra de faire les comparaisons. Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais l'attractivité leur vient par surcroît. Je vous remercie. Bien. Merci infiniment, Philippe, de cette brillante démonstration qui nous a, à son issue, je pense, fort heureusement convaincu que le droit français des affaires avait, si nous nous y attachons, encore de belles pages à tourner devant lui. Et en quelque sorte, l'attractivité de notre droit français des affaires doit, pour nous, constituer je pense, un rêve, notre rêve, et reprenons la formule de Saint-Exupéry, faisons en sorte que notre rêve dévore notre vie, et non pas que notre vie dévore notre rêve. Donc merci infiniment, Philippe, pour cette brillante conférence. Nous pensions avoir devant nous un beau sujet, un grand orateur, et je pense que nous ne sommes pas trompés. Merci beaucoup. Et il est temps désormais de passer à la remise du prix de droit et commerce. Alors, tous les 3 ans, l'association Droit et Commerce distingue par un prix un premier ouvrage de droit des affaires qui répond aux 4 critères suivants. Travail de recherche sur la nature et le développement des liens juridiques nouveaux, nés des mutations du système de production et de distribution des biens et des services. De nature à permettre aux professionnels du droit des affaires de rendre un meilleur service aux utilisateurs de ce droit. Écrit en langue française, constituant le premier ouvrage de l'auteur, soit inédit, soit déjà publié, mais moins de 24 mois avant la date donc de dépôt des candidatures. Cette année, je ne vous le cache pas, les débats au sein du jury furent particulièrement rudes et animés, et le choix très difficile parmi les 24 candidats en lice. 3 d'entre eux se sont néanmoins distingués. Parmi tous,
Et ce sont les beaux ouvrages de M. Benjamin Ferrari, maître de conférence à Lille, sur le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, contribution à l'étude de la situation du débiteur sous procédure collective. Deuxième ouvrage, celui de Mme Gisèle Zouin, qui est associate attorney dans un cabinet de Londres, portant sur les promesses unilatérales de cession forcée d'actions, réflexion sur l'obligation comme garantie et peine privée dans le cadre des pactes d'actionnaires, études à partir des droits français et libanais. Brillant ouvrage. Et enfin, l'ouvrage de M. Nicolas Ida, qui est en quelque sorte un nom prédestiné, maître de conférence à Aix-en-Provence, la preuve devant l'autorité des marchés financiers. Une somme. Et c'est en fin de compte l'ouvrage de M. Nicolas Ida qui a été retenu, et c'est Daniel Tricot, donc, qui est président honoraire de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, et membre éminent de notre conseil d'administration, qui va vous le présenter. Et donc, j'ai le grand plaisir d'appeler à la tribune Daniel Tricot et Nicolas Ida, si vous voulez bien nous rejoindre. Merci, cher Président. Bonsoir à tous. J'ai un moment privilégié devant vous, c'est de vous présenter Nicolas Ida et la rencontre entre ce jeune universitaire talentueux et sa thèse et l'association qui vous reçoit aujourd'hui, Droit et Commerce. Le thème qu'il a choisi et qui a constitué sa thèse, qui est désormais publiée, c'est un thème qui peut sembler très réduit. La preuve devant l'autorité des marchés financiers. Alors vous allez vous dire, si on n'est pas financier, eh bien, on ne va rien y comprendre, c'est très fermé tout cela. Or, une merveilleuse surprise vous attend à la lecture de cette thèse. C'est que, précisément, Nicolas Ida, au terme d'un travail considérable, dont on ne vantera jamais assez la précision, la justesse de mots, les qualités rédactionnelles, la finesse des analyses, Nicolas Ida a eu comme ligne conductrice d'apprécier comment se passe concrètement la question de l'appréciation des preuves devant l'autorité des marchés financiers, qui est une autorité administrative indépendante, qui nous déroute un peu et qui, heureusement, est sous le contrôle du juge. Et il a établi, de façon extrêmement pertinente, une construction qui tourne autour de deux démarches. C'est des démarches que l'on trouve en droit de la preuve, mais dont on n'a pas nécessairement conscience. Il a d'abord parlé de la phase préliminaire de constitution du dossier probatoire. Quand vous êtes avocat, vous savez très bien qu'il ne sert à rien d'avoir raison si vous ne prouvez pas. Et cette démarche, eh bien, c'est la même devant l'autorité des marchés financiers, qui a cette fonction à la Janus, à la fois le rôle d'enquêteur, d'instruction, et le rôle, par sa commission des sanctions, de juge. Tout ça sous le contrôle du juge. Et en analysant avec beaucoup de finesse, de précision et de façon extrêmement exhaustive, dans votre rapport de thèse, que je n'ai pas lu auparavant, je l'ai lu que ce matin, j'ai vu que l'un des membres du jury lui a trouvé qu'une décision toute récente n'avait pas été citée, et il a avoué d'ailleurs devant son jury de thèse que c'est vrai qu'il ne la connaissait pas encore.
particulièrement injuste, parce que véritablement, vous ne trouverez pas mieux comme somme de situation, mais c'est dire que la recherche est toujours aléatoire. Eh bien, il a effectué cette démarche consistant à savoir comment se passe la constitution du dossier et quelles sont les règles qui guident à la fois l'enquêteur, l'accusateur et la défense dans la constitution du dossier. Et c'est vrai que l'AMF a donné lieu à de multiples précisions sous le contrôle du juge, a donné lieu par le juge d'ailleurs à de nombreuses précisions et a obligé à réfléchir à cette question des preuves. Et puis, dans une deuxième partie, eh bien, il se met à la place de la commission des sanctions, à la place du juge. Quelle est la phase complémentaire? Comment marche la phase complémentaire de construction du raisonnement probatoire? C'est-à-dire que dans ce recueil d'éléments de preuve rassemblés et validés, comment le raisonnement va se faire pour satisfaire autant les droits de la défense que l'effectivité d'une sanction si elle est due. Et alors, cette thèse, par là même, devient extrêmement foisonnante parce que on est dans une démarche qui consiste à s'interroger sur le mécanisme des présomptions du fait de l'homme, des présomptions légales. Et il y a dans cette thèse, et qui lui donne une valeur universelle, une analyse extrêmement fine et admirable de ce que l'on appelle les faisceaux d'indices. C'est vrai que c'est pas blanc ou noir, c'est un peu gris, ou plus ou moins noir, ou vraiment plus ou moins blanc. Et c'est par ces faisceaux d'indices et la construction de ces faisceaux d'indices que l'on arrive à une démarche intellectuelle qui va aboutir à un résultat, vous avez fauté ou vous n'avez pas fauté. Et c'est sur ce point que je ne peux que vous inviter, parce que vous passerez un très bon moment, il faut un peu de temps, un très bon moment, à décortiquer avec lui cette démarche, à la fois des parties, des autorités et du juge dans la construction de ce raisonnement probatoire. Ce qui donne à sa thèse une valeur universelle. Alors, je voudrais saluer avec vous cette prouesse. C'est un instant, c'est un moment extrêmement agréable. Et puis, avant que vous ne receviez le prix, je voudrais vous dire aussi qu'il est venu ici fort bien entouré. Et je m'adresse à sa maman parce qu'elle est là. Et franchement, madame, vous pouvez être fière de votre fils. Merci beaucoup, Daniel. Et encore une fois, félicitations. Et le prix va vous être remis par monsieur Vincent Vigneault, qui est le président actuel de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. Merci, monsieur le président, cher Daniel, monsieur Ida, monsieur le professeur, bonsoir à vous tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour remettre ce prix. Je suis d'autant plus honoré que je suis devant le professeur Delbecq, qui ne le sait pas, mais avec qui j'ai passé une partie du week-end. Parce que la Chambre commerciale va bientôt se pencher sur la responsabilité pour le fait d'autrui du commissionnaire de transport. Vaste sujet. Et depuis 3 jours, je vis avec un certain Dalloz Action, droit des transports, qui me sert de livre de chevet. Alors ma femme a essayé de m'en détourner, elle m'a offert le mage du Kremlin. Et pour tout vous dire, hier j'étais à la chasse au gros, il faisait beau, pour une fois il pleuvait pas, il n'y avait pas de vent, et donc j'ai sorti mon Dalloz Action de mon sac à dos
résultat des courses, j'ai raté tous les sangliers qui me sont passés devant. Voilà. Donc je ne vous remercie pas, même si j'apprécie l'hommage que vous avez rendu à un arrêt récent de la Chambre commerciale qui a été rendu sous ma modeste présidence. Alors, Monsieur Nicolas Hida, je suis un peu gêné de vous remettre ce prix pour 3 raisons. Première raison, parce que vous êtes désormais plus diplômé que moi, et ça me met toujours un petit complexe. Deuxième raison, c'est que, je le confesse, je n'ai pas lu votre thèse, mais je serais ravi de la découvrir. Et troisième et dernière raison, c'est que je suis un peu l'auteur de la décision très récente rendue en matière de preuve, recherche de la preuve des marchés financiers par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Et je suis vraiment désolé d'avoir en quelques heures rendu totalement obsolète votre ouvrage, et j'en suis bien navré. Mais je pense qu'il y a bien d'autres parties de votre ouvrage, et je pense que c'est un revirement que nous avons fait, et je ne doute pas que vous aviez fortement critiqué l'arrêt de la Chambre commerciale sur lequel nous sommes revenus, ou alors ce sera l'occasion de faire un deuxième tome de votre ouvrage. Permettez-moi pour finir, je suis très fier de féliciter néanmoins un jeune docteur, en plus maître de conférence, et vous savez que ça devient de plus en plus difficile de devenir maître de conférence. L'université restreint de plus en plus ses thèses, et je trouve qu'en France, contrairement, alors on parlait de l'attractivité du droit français, il faudrait parler aussi de l'attractivité du doctorat. Parce que contrairement à de nombreux pays, le doctorat en droit n'est pas suffisamment valorisé en France. Et on n'imagine pas... Alors, moi-même, pour tout vous dire, j'ai commencé à vouloir faire un doctorat en droit fiscal, et j'ai rapidement abandonné et préféré passer le concours de l'ENEM, ce qui me paraissait beaucoup plus facile. Mais on n'imagine pas la ténacité qu'il faut avoir pour s'engager dans cette voie difficile, la rigueur intellectuelle, le courage, la force de travail, l'esprit de synthèse, l'esprit d'analyse aussi, et savoir partir de l'infiniment grand pour arriver à l'infiniment petit. Et je trouve ça absolument remarquable. Et aussi cette capacité à constamment se remettre en cause. Et je crois que, alors, une des débouchés naturels, c'est l'enseignant, mais je pense que les employeurs privés feraient bien de penser à recruter des docteurs qui, pour moi, méritent toutes les qualités pour faire un excellent juriste d'entreprise. Et vous savez que la magistrature, je vous le dis comme ça, réserve une voie d'accès particulière pour les docteurs, et aussi une voie de détachement spécialisée pour les maîtres de conférences. Voilà. Alors, le temps que vous ayez le temps de réfléchir à un éventuel détachement dans les magistratures ou intégration sur titre, j'ai l'immense plaisir de vous remettre ce prix remis tous les 3 ans, c'est un prix exceptionnel, par l'association Droit et Commerce. Alors, ayant fait un peu de droit cambiaire, j'ai vu que malheureusement l'ordre était déjà mis et que je ne pouvais faire aucun détournement. Je suis vraiment très fier de vous l'offrir, et je souhaiterais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à ce jeune lauréat. Merci infiniment, Monsieur le Président. Nicolas, vous avez la parole si vous souhaitez évoquer peut-être l'arrêt, non, ou votre ouvrage. Je vais... Avant de faire un commentaire d'arrêt, Monsieur le Président Ringuet, je vais peut-être évoquer ma thèse. On parlera peut-être de l'arrêt un tout petit peu plus tard, puisque l'arrêt ne contredit pas du tout mes positions de thèse. Vous verrez, mais on en discutera à part.
Donc, Monsieur le Président Ringlet, Monsieur le Président Tricot, Monsieur le Président de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les membres de l'association Droit et Commerce, je suis très heureux, très ému d'être ici devant vous dans cette superbe salle. C'est effectivement, vous l'avez dit, Monsieur le Président Tricot, c'est un très beau moment. Je voudrais procéder tout d'abord à quelques remerciements. Remercier évidemment en premier lieu l'association Droit et Commerce de me faire l'honneur de cette très belle remise de prix. Et je voudrais tout particulièrement remercier les membres du jury du prix Droit et Commerce pour l'attention qu'ils ont portée à mon travail en l'examinant et bien sûr pour la reconnaissance qu'ils lui témoignent en me décernant ce très beau prix. Je voudrais également en profiter pour remercier les personnes sans qui ce travail de thèse ne serait peut-être pas allé jusqu'au bout. On l'a dit aussi, il en faut de la ténacité pour arriver au bout d'un travail de thèse et je le dois à un certain nombre de personnes. Et en premier lieu, je le dois à mon directeur de thèse, monsieur le professeur Hugo Barbier, qui est à l'origine de ce très beau sujet, qui m'a accompagné avec beaucoup de bienveillance pendant toutes mes années de doctorat. Je voudrais également remercier l'Université d'Aix-Marseille, la faculté de droit et de sciences politiques et le centre de droit économique qui m'ont donné les meilleures conditions de travail pendant 5 ans et qui m'ont fait l'honneur de me recruter en tant que maître de conférence. Et donc je suis aujourd'hui maître de conférence à l'Institut de droit des affaires, à l'IDA. Donc c'était effectivement un poste prédestiné, tout à fait. J'aimerais également profiter pour renouveler mes remerciements à mon jury de soutenance pour l'intérêt qu'ils ont porté à mon travail et les riches échanges que nous avons eus lors de la soutenance. Et enfin, évidemment, un dernier mot de remerciement à ma famille et à mes proches. Et donc, certains sont ici pour leur soutien indéfectible tout au long de mes études universitaires. Et ce prix leur est évidemment dédié. Je voudrais dire que je suis particulièrement sensible à l'intérêt que l'association Droit et Commerce porte aux liens qui unissent la recherche et la pratique en droit des affaires. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Tricot, je vous en remercie, mon sujet de thèse porte sur la question de la preuve devant l'autorité des marchés financiers. C'est un sujet éminemment pratique. La preuve est le centre névralgique de tout mécanisme de sanction. Elle est au cœur de la répression financière et sans preuve, la répression financière serait comme désarmée. Mais on sait dans le même temps que les manquements financiers sont de plus en plus difficiles à établir dans un environnement financier qui est largement immatériel, qui est international et qui est de plus en plus complexe. Et donc la tentation est grande dans ce contexte de malmener le droit de la preuve pour servir l'objectif d'effectivité de la répression financière. Mais il me semble que la protection de l'intégrité des marchés financiers doit composer avec un certain nombre d'autres valeurs de société qui sont au moins aussi importantes et qui sont des valeurs véhiculées par le droit de la preuve. C'est cela le message de la thèse. Et parmi ces valeurs, il y a, par exemple, la présomption d'innocence. Voilà un droit fondamental qui est constamment menacé par le système de preuve du droit financier qui procède à grand renfort de faisceaux d'indices et de présomption de culpabilité pour faciliter les raisonnements probatoires de l'AMF. Mais à force de raisonner ainsi, de présomption en présomption, on peut en arriver à établir des manquements quasiment sans preuve. Il est donc absolument nécessaire de bâtir un encadrement juridique des présomptions de droit et de fait en matière financière pour éviter toute forme de dérive. Et c'est à ce niveau que la thèse intervient. Elle propose un véritable mode d'emploi des présomptions en matière financière à l'attention des praticiens, quel que soit le côté auquel ils se trouvent. Je prendrai, il y aurait beaucoup d'autres exemples, et vous en avez évoqué un, Monsieur le Président, beaucoup d'autres exemples à donner de l'articulation entre les règles de preuve en matière financière et les droits fondamentaux. J'en évoquerai simplement un dernier. On parle beaucoup en ce moment de ce qu'on appelle la répression de l'entrave aux enquêtes de l'AMF. Il existe une incrimination qui permet à l'autorité des marchés financiers de sanctionner elle-même les personnes qui, à son sens, ne coopèrent pas suffisamment dans le cadre de ces enquêtes. Instituer une telle incrimination
c'est en creux, instituer une obligation de coopérer. Or, nous sommes en matière répressive, cette obligation de coopérer contredit frontalement le droit de ne pas s'auto-incriminer. Là aussi, une articulation est nécessaire. La thèse en propose une articulation procédurale qui sans doute va rendre les enquêtes plus difficiles, sans aucun doute. Mais je crois que c'est là le prix à payer pour que les procédures de sanction de l'AMF bénéficient du surcroît de légitimité que pourrait leur conférer le plein respect des droits fondamentaux en général et des règles de preuve en particulier. Je vous remercie. Merci infiniment, Nicolas. Chers amis, cette conférence prend fin et en le disant, je me rends compte à cet instant que c'est la dernière que j'animerai à la tribune de droit et commerce. Et je ne saurais la clôturer sans vous dire tout le plaisir que j'ai eu à assurer ces 3 ans de présidence et la foi indéfectible que j'ai en l'avenir de notre belle association. Je ne saurais manquer à la tradition qui veut que nous évoquions la teneur de nos prochains événements qui se tiendront naturellement sous une nouvelle présidence. Le 6 mars, nous aurons une conférence sur le thème « Cession de sommes d'argent et cession de créances à titre de garantie ». Quel potentiel pour ces 2 nouvelles sûretés par Charles Gisbert, professeur à Paris 2, avec le concours de Guillaume Valdelièvre qui assurera donc la modération de cette conférence. Le 24 et le 25 mars, vous serez tous, et je le sais, Monsieur le Président, vous y serez vous-même, vous serez tous à notre colloque de Deauville sous la direction scientifique de Julia Hennick, qui donc a assuré la complétude d'un programme magnifique sur un thème d'une actualité marquante, celui des nouveaux défis lancés à la gouvernance des sociétés. Voilà. Donc, merci à nouveau au professeur Philippe Delbecq pour cette belle conférence. Merci à Nicolas Ida pour sa présence. Merci, messieurs les présidents, pour les mots que vous avez eus et la remise magnifique de ce prix. Et merci à tous de votre présence. Et je vous invite maintenant de rejoindre les salons de l'étage pour un cocktail. Merci. Ça fait quelques super. Sans doute, c'est assis. Hein.